laisser la parole à Jacques Boutot. Merci Lucille. D'abord, je tiens à te remercier, Lucille Peuget, parce que tu as mis beaucoup d'énergie pour l'organisation de cette réunion. Merci aussi à Eric Sapin de nous accueillir. Puis merci à vous toutes et à vous toutes d'être présentes et aux associations qui, comme le dit Pascal, sont à nos côtés, au moins pour nous écouter. Et c'est vrai que la relation parti politique, association, c'est pas toujours facile, mais on a le droit de ne pas être toujours d'accord entre nous, évidemment. Mais c'est bien qu'on puisse travailler entre nous et faire avancer nos fondamentaux, ceux qui nous rassemblent, étant, comme cela se dit fréquemment, plus important que ce qui nous divise. Et aujourd'hui, la défense de la condition animale, au-delà des moyens avec lesquels on les met en œuvre, au-delà du débat welfariste, abolitionniste, doit, aux côtés des partis politiques, être prise en compte par ceux-ci, par les élus de ces partis politiques dans les instances dans lesquelles ils siègent. Et puis, je voudrais commencer mon intervention en disant que oui, ça a été assez difficile pour Lucille d'organiser en 5 jours cette nouvelle réunion qui était prévue juste au lendemain des attentats. Mais si l'on peut comprendre que dans l'opinion politique, de façon générale, il était difficile de faire une réunion publique après le choc émotionnel que nous avons tous subi, je crois que, et cela a été évoqué par Pascal et Laurence, cela n'est pas sans lien. Je suis, moi, convaincu que s'intéresser et être sensible à la condition des animaux, c'est aussi être sensible à la condition des êtres humains. La cruauté n'a pas de frontières. Plus les hommes sont cruels entre eux, plus ils s'autoriseront à être cruels envers les animaux. Ils considèrent même que faire souffrir un animal, ce n'est pas si important que ça. Il faudrait d'abord commencer par ne pas faire souffrir les hommes. Mais l'un et l'autre sont intrinsèquement liés. Cela concerne notre rapport au vivant, cela concerne notre psychologie vis-à-vis d'autrui, humain et non humain. Et plus on est sensible à la condition animale, plus on est sensible à la condition des êtres humains. Les deux sujets sont liés et opposés l'un et l'autre, c'est un non-sens, à mon sens, philosophique. Donc, c'est très bien que dans une situation où nous avons, dans notre chair, vécu la cruauté, l'injustice d'une fusillade aussi terrible, et bien que nous puissions continuer plus que jamais à élever les consciences en s'intéressant aussi à ceux qui souffrent, à ceux qui sont décimés quotidiennement par millions dans les abattoirs. Et je voudrais ici faire le lien avec ce que disait, je crois, Dostoïevski, qui disait tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des guerres. Et c'est bien cette idée qu'il... c'est Tolstoï ? Je crois que c'est Tolstoï. C'est Tolstoï, c'est pas Dostoïevski. Enfin, c'est un russe. Hein. Oui, c'est exactement. Mais c'est pas bien fait. Oui, voilà. En tout cas, l'idée, peu importe qui l'a émise, enfin, si c'est Tolstoï, on va le rendre à Tolstoï, bien sûr. Oui, d'accord. Mais ce lien entre la guerre et les abattoirs, il le faisait, et je crois qu'il est tout à fait d'actualité. Et puis si d'actualité aussi, même si, et on en parlera, et là en campagne des régionales, mais ce qui est d'actualité aussi, c'est la question de la COP21, cette grande réunion sur le climat. Et à ce sujet, je pense qu'il y a, parmi les nombreuses lacunes de cette COP21 sur la façon dont les débats s'engagent, il y en a une qui concerne la place du non-humain, des non-humains dans cette discussion. Nous vivons en compagnie des animaux depuis plusieurs siècles. La plupart de ces animaux, sauf quelques-uns, sont en voie d'extinction, de diminution. Sait-on par exemple que, vous le savez certainement, mais que le nombre d'oiseaux au Moyen-Âge était, je crois que c'est, alors on va rectifier, mais je crois que c'est 10 fois plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des paysages à la fois urbains et surtout ruraux, sur lesquels les oiseaux sont rares,
de ces paysages urbains, ceux qui nous ont précédés vivaient avec un nombre bien plus important de ces animaux, qui d'ailleurs sont là bien avant nous, puisque ce sont, comme on sait maintenant, les ancêtres des dinosaures. Eh bien, donc nous avons décimé les animaux, nous continuons à le faire, sauf certains d'entre eux qu'on multiplie sous forme de quasi-clonage, qu'on devrait dire clonage, pour pouvoir les manger, pour les mettre à notre service. Et tout ça, ça a des conséquences sur la planète, on le sait. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que l'on progresserait en faisant intervenir, et c'est Bruno Latour qui le développe beaucoup mieux que moi, le non-humain, la place de l'animal dans le débat politique, et en particulier quand on parle de la planète et de l'avenir de la planète, eh bien, il faudrait que les animaux puissent être représentés, qu'ils aient des porte-paroles, parce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas accès à la parole, mais leur place parmi nous est essentielle. Nous vivons à côté d'eux, nous avons besoin d'eux. C'est pas seulement le fait que nous soyons sensibles à eux, mais c'est le fait qu'ils ont intrinsèquement leur droit à une place sur la Terre et que leur place sur la Terre est conditionnée à la nôtre. Donc je pense que la COP21 pourrait, dans les rounds futurs, parce qu'il y en aura d'autres, après il y aura le 22, 23, 24, même si celui-là, cette réunion est particulièrement importante. Et puis, vous le savez, je n'apprends pas non plus la question de notre addiction à la viande est aussi une des causes majeures du dérèglement climatique, puisque cela a été évoqué, je ne développe pas, on sait très bien que la forêt amazonienne est brûlée. D'ailleurs, on a constaté que ces dernières années, c'est une information que j'ai vue passer ou entendue à la radio, je n'ai pas noté les chiffres exacts, mais la destruction de la forêt amazonienne au cours de cette année a connu une croissance comme elle n'a jamais connue précédemment. C'est-à-dire que, alors même qu'on connaît la fonction des forêts primaires en matière de captation de CO2, aujourd'hui, la forêt primaire amazonienne n'a jamais été aussi ravagée qu'elle l'a jamais été. Et pourquoi l'est-elle? Eh bien, pour planter du soja d'ailleurs souvent transgénique, pour nourrir le bétail en Amérique du Sud et en Europe, et pour répondre à notre addiction à la viande. Donc, cette question de la place de notre alimentation, et particulièrement de notre alimentation carnée au sein de la COP21, est une question qui aujourd'hui n'est pas abordée. Or, elle est fondamentale. Regardez, rêvons, je sais pas, mais si demain tout le monde devenait végétarien, il n'y a plus besoin de COP. Le problème du règlement climatique est résolu spontanément. On peut rouler à 150 sur l'autoroute, on peut prendre l'avion. Ça, c'est peut-être pas le monde rêver. J'ai pris la précaution de le dire. Mais puisque aujourd'hui, la production industrielle plus une production plus artisanale, parce qu'elle contribue aussi, mais la production industrielle de viande et ses conséquences qui sont la déforestation, c'est au minimum 20% de la production de gaz à effet de serre. Donc, si on veut arriver à l'objectif qui est de limiter l'augmentation de la température terrestre à 2 degrés d'ici 2050 en prenant des mesures pour cela, la mesure la plus efficace et la plus radicale, c'est de cesser de manger de la viande. On va demain, on dit on est tous végétariens, on rentre chez nous, très bien, on interdit la viande, il n'y en a plus, terminé, et puis on gérera juste les conséquences des producteurs, pour les producteurs, mais la planète sera sauvée sur ça. Bon, c'est un peu utopique, vous l'avez bien compris. Mais
mon propos, et j'ai bien compris avant de prendre la parole que Lucille m'a dit qu'après mon propos, on aurait le droit de prendre un verre. Donc, t'as le même problème que moi. donc je vais raccourcir un petit t'as le peu, même parce que problème. sinon vous allez m'en vouloir. Mais je suis là pour d'abord témoigner, pas pour faire des grands discours, même si, comme tout le monde, je peux aussi en faire, vous l'avez compris. Pour témoigner que manger moins de viande, c'est possible, puisqu'on l'a fait dans la restauration scolaire dans le 2e arrondissement de Paris, depuis 2009, depuis janvier 2009. On a instauré un repas végétarien une fois par semaine dans la restauration scolaire. Alors, vous dire que ça a été facile, non, mais ça n'a pas été aussi difficile qu'on veut bien nous faire croire. Alors, parmi les faits qui font que ça n'a pas été trop difficile, c'est que on avait une antériorité sur la question de l'alimentation dans les restaurants scolaires, puisque dès 2001, je suis déjà un vieil élu, j'étais élu maire du 2e arrondissement en 2001, nous avons introduit les repas bio à la cantine. On a fait, alors à l'époque, en 2001, notre prestataire de service, les opérateurs, on ne comprenait même pas pourquoi on faisait ça, ils ne savaient pas ce que c'était que le bio. Voilà, donc on a commencé en 2001, on en a parlé aux parents d'élèves, on les a associés, et puis peu à peu on l'a introduit étape par étape, et aujourd'hui on sert 86% de l'alimentation qui sont issus de l'agriculture biologique, avec le reste étant souvent AOC ou appellation contrôlée, parce qu'on ne trouve pas tout en bio en quantité que l'on souhaite dans la restauration scolaire. Et j'ajoute, c'est bio et c'est de proximité, puisque même si on a fait bien sûr quelques erreurs au début en achetant des pamplemousses du Chili, depuis on a réorienté les menus, les commissions de menus pour éviter ce genre de bévues. Voilà, donc en travaillant sur le bio jusqu'en 2008, et après, en 2008, on avait atteint un bon niveau, et je me disais, tiens, c'est bizarre, je ne suis pas copié, parce que... Et puis en 2008, les autres arrondissements ont commencé à faire du bio. On a été élu une première fois, un premier mandat 2001-2008, et un deuxième 2008-2014. Et là, on est sur 2014-2020. Donc en 2001-2008, j'introduis le bio, ça ne passe pas grand-chose, et puis en 2008, ça commence à bouger. Les autres caisses des écoles, des autres arrondissements parisiens, les caisses des écoles, c'est ce qui gère la cantine. Donc les autres maires d'arrondissement viennent me voir, comment tu as fait, etc. Et le bio est inscrit dans la campagne 2008-2014, et il y a un vrai effort pour le faire entrer dans la restauration scolaire. Aujourd'hui, la ville de Paris arrive à 30% de bio en moyenne dans l'ensemble de ses restaurants scolaires, avec un objectif de 50% d'ici 2020. Et puis, quand en 2009, j'ai décidé d'introduire les repas végétariens, je redoutais de ne pas être copié, parce que là, c'était un peu compliqué. Mais il a fallu expliquer aux parents pourquoi on le faisait. Et le fait qu'on était sur ce terrain d'une attente, d'une bienveillance favorable, si je puis dire, compte tenu du travail qu'on avait fait précédemment sur le bio, les parents ont compris que, même si quelques-uns nous ont reproché de priver leur enfant de viande, mais c'était une très petite minorité, les parents étaient plutôt attentifs, plutôt à l'écoute. Ils savaient bien que ça allait dans le sens de l'intérêt de leur enfant. Et puis, on a pu argumenter sur les questions sanitaires, de santé, puisque aujourd'hui, on sait très bien que notre alimentation trop carnée est à l'origine des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, tout ce qui se développe sur de maladies liées à la malbouffe. La viande y contribue de façon assez forte. Ça, c'était très facile à entendre pour les parents. Même si malheureusement
l'une des associations de parents d'élèves à laquelle j'étais adhérent quand j'avais des enfants scolarisés, la FCPE pour ne pas la nommer, m'a un jour tenté de me démontrer que pourquoi ils étaient contre les repas végétariens. C'est parce que les enfants pauvres ne mangent pas, c'est leur seul repas où ils peuvent manger de la viande, c'est le midi à la cantine. Alors ça, c'est vraiment une idée à déconstruire, parce que déjà, c'est pas vrai, c'est les pauvres qui mangent le plus de viande, sous toutes ses formes, notamment de produits, de plats cuisinés. En plus, c'est pas parce que plus vous mangez de viande, plus c'est bon pour votre santé, au contraire. Mais il y a vraiment, si vous êtes parent d'élèves, un travail de proximité à faire pour que le dogme change. Alors je pense qu'ils ont un peu bougé récemment. Mais il y a encore cette idée-là qu'il faut que, en tant que responsable associatif, en tant que militant, nous soyons en mesure de déconstruire. Il y a plein d'arguments qui sont sur vos sites préférés, donc je ne les développe pas, mais vous les connaissez, je les ai évoqués quelques mots. Et puis, le deuxième argument pour convaincre les parents attentifs de faire des repas végétariens, au moins un, c'était les arguments climatiques, les arguments du poids de la viande sur le dérèglement climatique. Alors moi, je ne développe pas parce que je l'ai fait précédemment. Ça, c'était assez facile à entendre. Et l'argument le plus difficile à faire passer, c'était celui de la condition animale, de la sensibilité animale. Et parce que quand vous êtes un responsable politique en action, surtout si vous êtes un homme, dire que vous êtes préoccupé par ce que ressent la poule quand elle est enfermée, ou le cochon quand on coupe la queue ou arrache les dents, c'est pas bon, ça va pas avec l'image du responsable politique qui doit être dur, ferme, insensible quelque part, donc ça questionne. Y compris les parents d'élèves qui sont dans ce piège, si je puis dire, ça les a un peu étonnés. Mais on a été très aidés quand l'Assemblée nationale a pu voter le fait que reconnaître dans le code civil que l'animal était un être doué de sensibilité. Là, je pense que ça a contribué aussi à faire bouger les consciences. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus admis que à la fois manger de la viande, c'est pas un gage de virilité, que on peut être sensible à la cause animale sans être un bisounours et un hippie en dehors des réalités, et que cette question est avant tout une question de philosophie, notre rapport à l'autre, notre rapport au vivant et notre rapport à la nature. Et ça fait partie des choses qui font que aujourd'hui, les gens sont l'un et l'autre, les trois éléments à la fois de santé, d'environnement et de conditions animales, fait en sorte qu'aujourd'hui, les repas végétariens dans le 2e arrondissement, on n'en parle quasiment plus. C'est maintenant tous les jeudis. Avant, on avait commis l'erreur de marquer repas végétarien le jeudi, mais on s'est aperçu que c'était une connerie, sinon il fallait marquer repas carné tous les autres jours. Donc voilà, c'est un bon repas, avec tout ce qu'il faut comme protéines, vitamines, calories, etc. Et je peux vous assurer que les gamins en raffolent. Ils aiment beaucoup la pizza végé, ça passe super bien. Il y a plein d'autres plats. Alors on a les saucisses au tofu, au début ça passait pas très bien, parce que quand vous avez l'habitude de manger une knackierta, c'est tellement dégueulasse, hein, tellement acide et invasif dans la bouche que la saucisse tofu, elle paraît fade. Mais voilà, on s'habitue. Le croque tofu, en revanche, ça passe très bien. Ça ressemble un peu à la... Ouais, je peux vous faire des menus de ce qui va pas, hein, si vous voulez. Si
vous voulez vous lancer dans Et pendant ce temps-là, ils des attendent cantines pour boire. végétariennes. Ah oui, ils attendent pour boire. Je vais conclure. C'est compliqué. Tu as raison. Tu leur parles de nourriture depuis tout à l'heure et il y a un côté un peu sadique, hein, finalement. Je terminerai en disant une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la loi ne nous permet pas de faire plus de 2 repas végétariens par semaine. C'est d'ailleurs pour ça que un député Igego, UDI, a voulu faire une loi. Mais lui, il ne veut pas faire une loi parce que il est sensible à la condition animale, il veut faire une loi pour des raisons cultuelles. Je les respecte. Mais oui, sa démarche, lui, elle est complètement cultuelle. Il n'en a rien à battre des animaux, etc. Enfin, voilà. Moi, je trouve que si... Donc, moi, ce que je lui ai répondu, c'est que oui, il faut faire une loi pour qu'on puisse avoir une alternative végétarienne par semaine systématique dans les restaurants scolaires et qu'en plus, on conserve un jour végétarien pour tous. Parce que sinon, l'alternative végétarienne, elle va concerner une minorité de gamins qui, et pour des mauvaises raisons, dans un environnement laïque, mais si on le fait pour des questions philosophiques, on ne peut plus nous opposer l'argument laïque, et je pense que c'est bien, parce que du coup, ça fera plaisir aux croyants, ça devient très œcuménique, et c'est tout le monde autour du repas, le repas végétarien, et en plus, on est, nous, dans notre démarche philosophique, environnementale et de santé. Donc, pourquoi pas, allons-y, ça peut très bien marcher. Seulement, récemment, je terminerai là-dessus, à l'occasion de son congrès qu'elle a quand même tenu, l'Association des maires de France a pondu un vadémécum sur la laïcité. C'est de la laïcité très fermée, dans laquelle il est écrit les repas de substitution ne doivent pas être appelés de repas de substitution. Bref, depuis des années, moi je mange à la cantine depuis que je suis tout petit, j'ai le 10e arrondissement, donc en les années 70. Ça ne rajeunit pas, hein. Mais non, ça ne nous rajeunit pas. Enfin, à la fin des années 70, je te rassure. C'était le début. Quand je mangeais à la cantine, déjà, je peux vous assurer, il y avait des repas de substitution, quand il y a un repas de substitution, quand il y avait du porc. Ce serait aujourd'hui remis en cause. J'hallucine totalement. Pourquoi? Pour stigmatiser des personnes? C'est absurde. Eh bien, l'AIMF, l'Association des maires de France, le stipule. Et quant au repas végétarien, alors il est dit cette phrase absolument que je n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas obliger les cantines scolaires à servir des repas végétariens, que ce soit pour des questions religieuses. Non, la laïcité interdit, c'est ça, de servir obligatoirement des repas végétariens, que ce soit pour des questions religieuses ou philosophiques. C'est marqué comme ça. Mais alors, que la laïcité interdise pour des raisons religieuses, je peux le comprendre. Mais pour des raisons philosophiques, ça n'a rien à voir. La laïcité n'a rien à voir avec la philosophie. La philosophie, c'est indépendant de la laïcité. Enfin, c'est absurde, parce qu'on va nous dire maintenant, à l'école, quelle philosophie on doit être cartésien, forcément. C'est quoi ce truc? Enfin, ce truc, c'est à chier. Alors, par chance, comme ils disent aussi, notamment dans la laïcité, ils veulent interdire les crèches et les sapins de Noël, ça fait hurler nos amis de la droite, avec beaucoup de guillemets, amis, vous l'avez compris. Mais bon, voilà, s'ils nous font les idiots utiles pour mettre ce truc à la poubelle et pour qu'on puisse repenser les choses, ce serait pas mal. Parce que moi, je souhaiterais pouvoir être autorisé à faire des repas végétariens tous les jours, pour ceux qui le souhaitent, et à maintenir un repas végétarien par semaine pour tous, pour comprendre que là, c'est pour l'éducation qu'on peut se nourrir bien, de façon savoureuse, de façon correcte, sans avoir recours à la viande. C'est ça mon combat. Merci pour votre attention.